Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, l'affiche de la semaine, Bola Latina, l'Express ou bien entendu l'AFC Corner. Aujourd'hui, Efrika vous emmène au Maghreb en compagnie de Monsieur Farouk Abdou, faire un tour des stades de Tataouine à Tarfaya, voir chez lequel des trois compères le gazon est-il le plus vert. Mais avant cela, jetons un œil de Fennec au courrier Quinfri. Ouvrons la piste au Niger, où la Coupe d'Afrique des Nations U20 a sacré ce dimanche le Mali, vainqueur 3 tirs au but à 2 après un score de parité 1 but partout face au Sénégal. Si les Aiglons maliens remportaient cette compétition pour la première fois de leur histoire, après une finale manquée en 89 face au Nigeria, les Lionceaux de la Teranga signent là leur troisième défaite d'affilée à ce stade du tournoi pour autant de finales jouées. Les rugbymen de Clermont compatissent. Au Cameroun, si l'on n'est toujours pas certain de disputer une CAN 2019 dont on a en plus perdu l'organisation il y a peu, les Lions indomptables devront au moins récolter un nul face aux Comores le 22 mars à domicile pour valider leur ticket, on ne se laisse pas abattre pour autant. Dans l'optique de rendre hommage aux banques étrangères ayant participé au financement de 2 stades initialement prévus pour cette fameuse CAN 2019 manquée, les pouvoirs publics camerounais souhaiteraient, selon le site 237foot.com, inaugurer les stades en question par des amicaux face à la Turquie pour celui de Japoma et face à l'Italie, s'il vous plaît, pour celui d'Olembe. Un événement d'une certaine envergure s'il venait à se réaliser, les sélections européennes, notamment celle de l'Académie de la Squadra Azzurra, étant rares à pointer le bout de leur nez au-delà du Sahara. En Ligue des Champions, rien n'est encore joué dans chacun des 4 groupes après 4 journées de passé. Dans le groupe A, le Wydad Casablanca et le Mamelodi Sundowns font course en tête avec 7 points chacun, mais le Lobby Stars et la SEC Mimosa restent à l'affût, 3 points derrière. Dans le groupe B, le tenant du titre, l'Espérance de Tunis, domine les débats avec 8 points, 1 de plus que le Oroya et 3 des Orlando Pirates. Avec un petit point, la messe est dite pour les Zimbabwéens du FC Platinum, dont c'était la première participation aux poules de cette prestigieuse compétition. Dans le groupe C, le TP Mazembe, 7 points, devance le CS Constantine, 6 points, ainsi que le club africain, 4 points. Le quatrième larron du groupe, l'Égyptien Ismaili SC, s'est vu exclu de la boum suite aux incidents survenus en marge de la réception des Tunisiens du club africain. Mais oui, mais sauf que non en fait. Car le 10 février, la CAF valide l'appel des Samba Boys d'Ismaïla et réintègre le club, recomptabilisant par là même leurs résultats. Voilà qui relance la course à la qualification pour les quarts de finale. Le club africain et le tout-puissant Mazembe ont récupéré les 3 points de leurs victoires respectives contre Ismaili, tandis que ce dernier, qui ne compte donc aucun point à ce jour, et le CS Constantine ont désormais un match en retard à disputer avant la phase retour. Une aubaine pour le club africain qui avait des chances très minimes de qualification en cas de triangulaire. Dans le groupe D, enfin, tout le monde se tient en 3 petites unités. Le Al-Ahly fait tout de même honneur à son statut de légende continentale en se constituant leader avec 7 points, suivi des Tanzaniens du Simba SC dont nous avons longuement parlé lors du dernier Efrika, 6 points, vient ensuite la jeunesse sportive de Saoura, 5 points, et la AS Vita Club ferme la marche avec 4 points. Puisque c'est une émission spéciale Maghreb, partons faire un tour des championnats locaux. Dans le Botola marocain, le Wydad s'envole et compte à mi-parcours 7 points d'avance sur ses poursuivants, le Hassania d'Agadir et l'Ittihad de Tanger. Le Raja rival échoue au pied du podium à 9 points, mais possède plusieurs rencontres de retard, à eux de prouver que le vert est bel et bien le symbole de l'espoir. En Algérie, alors que l'on rentre dans le dernier tiers du championnat, l'USM Alger domine les débats, reléguant son dauphin, la jeunesse sportive de Kabylie, à 8 longueurs. La surprise vient du petit Paradou qui vient chipper la 3ème place au nez et à la barbe de 2 historiques, Constantine et le Mouloudia, qui comptent tout de même respectivement 1 et 2 matchs de retard, précisons-le. Notons que la Ligue, dans le but de coller aux requêtes de la FIFA en matière de politique de formation, a décidé de délivrer des indemnités aux clubs ayant participé à l'apprentissage d'un joueur signant son premier contrat professionnel avant l'âge de 23 ans.
Comme l'explique beaucoup plus clairement que nous dzfoot.com, la délivrance de la licence du joueur signataire d'un premier contrat professionnel sera tributaire du paiement de ses indemnités. La Ligue de football professionnel est chargée du suivi des dossiers des indemnités de formation. Ainsi donc, si un club de Ligue 1 fait signer un premier contrat professionnel à un joueur âgé de 19 ans qui n'a pas été formé chez lui, il devra payer jusqu'à l'équivalent de 10 000 € répartis entre les clubs par où est passé le jeune pour lui obtenir une licence. Merci encore une fois aussi dzfoot.com qui explique ça on ne peut plus clairement. En Tunisie, enfin, à l'entame de la phase retour, l'Espérance vire en tête en devançant de 3 petits points le CS Sfaxien, tandis que le CA Bizertin et l'Étoile Sportive du Sahel ne s'avouent pas vaincus, distancés respectivement de 5 et 6 points du leader. Ajoutons pour conclure que la fédération tunisienne a communiqué le montant des récompenses accordées aux 2 participants de la Supercoupe de Tunisie, soit 100 000 $ pour le vainqueur et 75 000 pour le vaincu. Un bien beau pactole. Celle-ci aura lieu le 21 février prochain à Doha, au Qatar, et opposera l'Espérance de Tunis au club africain. Allez, maintenant on prend sa pelle, son seau et son niveau, et on part inspecter les infrastructures sportives maghrébines avec Farouk Abdou. Et c'est parti pour ce sujet d'Efrika spécial Maghreb, ce tour des stades maghrébins, des stades donc tunisiens évidemment, marocains, algériens pour ceux qui ne se rappellent plus des pays qui font partie de ce que l'on appelle le Maghreb. C'est bien dommage si on écoute Efrika. Alors quand il s'agit de parler du football maghrébin sur lucarne opposée, eh bien on accueille évidemment Farouk Abdou. Comment vas-tu Farouk ? Ça va très bien Simon, bonjour à tous les auditeurs d'Efrika et à tous les lecteurs de Lucarne Opposée. Dans la convention, c'est un petit peu trop tard pour leur souhaiter une bonne année, mais on leur souhaite quand même une année 2019 florissante, pleine de succès, et avec pour point d'orgue nos compétitions africaines adorées et la CAN très très bientôt. La CAN bientôt évidemment sur Lucarne Opposée avec des articles sur Efrika. On ne manquera pas de faire des podcasts qui en parleront en détail. C'était d'ailleurs, on avait déjà commencé à l'aborder avec Pierre-Marie lors du dernier podcast. Ah non, c'était la Tanzanie. Alors c'était avant ? Oh, je ne sais plus. Mais voilà, une chose est sûre, c'est qu'on va en parler de la CAN et bien entendu la Ligue des champions africaine qu'on n'a pas encore abordé en 2019, mais sachez, chers auditeurs, que c'est un acte voulu, parce que on en a quand même beaucoup parlé en 2018, peut-être même un peu trop, et aux dépens de sujets, voilà, un petit peu plus différents, comme le sujet sur la Tanzanie lors du premier épisode, ou bien celui que l'on va aborder aujourd'hui, qui est donc de faire un petit tour, une petite revue des infrastructures sportives, des stades en Tunisie, au Maroc, en Algérie, et on va commencer, tiens Farouk, on va commencer par la Tunisie, où des audits ont été réalisés, des audits externes, et qui ont été assez catastrophiques, notamment en ce qui concerne les pelouses et les infrastructures. Exactement Simon, récemment, pour un audit externe, le jardinier de l'En Avant Guingamp, qui avait également exercé au Havre, Emmanuel Bessong, est venu examiner, suite à une proposition de la Fédé tunisienne, l'état des pelouses, en particulier sur les principaux stades du pays, notamment le stade de Radès, dont la qualité était un petit peu faisait l'objet de nombreuses craintes vu la sursollicitation et le nombre de matchs importants qu'il y avait, et d'autres stades qui étaient censés avoir un état d'avancement au niveau de la qualité plus important, comme le stade de Bizerte qui était fermé depuis 1 an et demi, et en direct sur la chaîne, sur l'émission Dimanche Sport, qui est un peu l'équivalent de jour de foot en Tunisie, Emmanuel Bessong a dressé un constat assez désastreux, c'est que il faut absolument tout recommencer, que toutes les pelouses sont de mauvaise qualité en raison de différents paramètres, soit le matériel qui n'est pas adapté, soit les mauvaises herbes qui ont absolument tout envahi, les substrats, etc.
la formation du personnel également, et ce qui fait que ce soit le stade de Rades où des rencontres très importantes sont disputées, le stade de Bizerte qui était fermé depuis longtemps, et différents stades de la banlieue de Tunis, tout est à recommencer, et il est vraiment déplorable que pour un sport comme le football en Tunisie où il y a énormément d'argent investi, que ce soit dans les joueurs, les effectifs, les staffs qui sont renouvelés en permanence, et étant donné que la clé de ce sport, c'est la qualité du terrain, et que depuis maintenant un long moment, cette qualité pâtit de pelouses catastrophiques où il y a énormément de trous, pas de stabilité, pas de gazon qui respire, ce constat est vraiment logique, affligeant au vu de ce qu'on voit depuis un petit moment, mais qui fait que le jeu en pâtit, mais pas uniquement, parce que quand on voit ce genre de problème, il se répercute sur d'autres infrastructures. On pense à l'exemple du derby de Tunis qui s'est déroulé il y a quelques semaines, du fait de la fermeture du stade de Rades pour différentes opérations de maintenance. Il a fallu plusieurs semaines et plusieurs itérations, tractations pour trouver un terrain, que ce soit le mythique stade d'Almenza qui est semi-fermé depuis énormément de temps, où on peut pas dépasser 5000 spectateurs, que ce soit d'autres stades où les conditions de sécurité ne sont pas réunies, le stade olympique de Sousse où il y avait des risques que les supporters locaux viennent un petit peu interférer dans le derby de Tunis s'il était joué là-dedans, et ce qui a fait qu'au final, le derby entre l'Espérance et le club africain a été joué à Monastir à huis clos, donc privant tous les fans de foot de la possibilité de venir. Et ce qui a été le plus gênant, c'est que ce soit sur cette histoire d'audit sur les pelouses ou le constat de carence au niveau des infrastructures en termes de conditions de sécurité non réunies, en termes de tribunes fermées, en termes d'accessibilité, ce sont deux mauvaises pubs pour des infrastructures qui sont censées faire l'objet d'investissements à la hauteur de ce qui est fait sur les effectifs. C'est ce que j'allais demander. On se rappelle que c'est un peu étourdissant pour certaines générations, mais oui, ça va faire 15 ans que la Tunisie accueillait la Coupe d'Afrique des Nations, hein, qu'elle a elle-même remportée avec, on se souvient du Sochalien Santos et de Trabelsi d'ailleurs, le capitaine Trabelsi, si je ne m'abuse, je dis pas de bêtises. Exactement. Trabelsi de l'Ajax. Et Trabelsi de l'Ajax qui a joué dans la fameuse équipe de Van der Vaart, de Van der Meij, de Schneider. Et Ibra. Exactement. Et voilà, ça va faire 15 ans que la Tunisie a accueilli cette compétition continentale. Elle est dotée, tu en as beaucoup parlé, d'un stade niveau presque olympique. Hein. Il pourrait, en tout cas, à l'œil comme ça, il fait très moderne, le stade de Rades. Et pourtant, il y a tous ces problèmes, tous ces manquements. Quels sont les investissements que fait la fédération ou même le ministère des Sports tunisien pour essayer de régler cela ? Eh ben, là, l'initiative d'avoir amené un audit extérieur était, je pense, un indicateur pour que ce soit rendu public, pour essayer de montrer justement ces carences. Mais je pense que le but était aussi de faire prendre conscience au club que les 4 principales locomotives du football tunisien, c'est-à-dire l'Espérance de Tunis, l'Étoile du Sahel, le club africain et le CS Sfaxien, que ce sont des clubs qui ont des effectifs très importants, qui offrent des salaires très importants aux joueurs, qui renouvellent leur staff régulièrement avec tout ce que ça peut impliquer comme dépenses financières au niveau des contrats, et ce sont des clubs qui brillent en compétition arabe et en compétition africaine et qui génèrent, que ce soit avec ces prestations dans les compétitions et la billetterie grâce à leur fanbase, quand même d'importantes sommes. C'est essayer de faire prendre conscience à ces clubs que le terrain de jeu doit aussi faire l'objet, en partenariat avec la Fédé et la Ligue, d'investissements importants, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans refaire le gazon pour que les conditions de jeu soient optimales, et faire en sorte que le jeu soit attractif. Parce que quand on voit des matchs comme il y a quelques jours entre le club africain et le tout-puissant Mazembe à Rades qui vient de rouvrir, on voit déjà la pelouse catastrophique et puis un enchaînement de chandelles et de gestes hasardeux, bah forcément, même si le public a rendez-vous, le spectacle, ça fait partie d'une des principales raisons pour laquelle le spectacle est médiocre. D'accord.
Eh bien écoutez, on va quitter la Tunisie un petit peu, hein, bon, même complètement la quitter. On ne va pas aller, ce serait la logique, on ne va pas aller en Algérie, hein, puisque c'est le voisin direct. On va la sauter, l'Algérie, on va se la réserver pour la fin. Et on va aller au Maroc. On va aller au Maroc où, Farouk, tu nous voulais nous parler d'un décalage qu'il existerait entre les infrastructures sportives globales du pays de bonne qualité, où les efforts sont faits, notamment pour organiser, enfin plutôt d'avoir l'ambition d'organiser des grandes compétitions, comme on le sait, hein, de nombreux projets d'organisation de Coupe du Monde, et un serpent de mer, le serpent de mer du mythique stade Mohamed V, l'ancien stade d'honneur, et même avant ça le stade Marcel Cerdan, il y a très longtemps, qui est très souvent, voire toujours fermé, qui pourtant est censé être le fleuron des infrastructures et des stades au Maroc. Alors Farouk, est-ce que tu peux un petit peu plus nous en parler de ce décalage? Eh bien, quand on voit les efforts qui ont été consentis par le Maroc pour candidater de manière compétitive à des organisations de compétition comme la Coupe du Monde 2026, malheureusement de succès, mais qui fera l'objet d'une deuxième tentative, enfin d'une, si je ne m'abuse, Énième. sixième tentative avec la Coupe du Monde 2030. Le Maroc avait énormément avancé, que ce soit sur des stades qui sont déjà des valeurs sûres, comme le stade de Tanger, de Fès et d'Agadir, ou les stades qui sont actuellement en cours de construction dans cette optique à long terme. Mais il y a toujours un décalage entre ce que le Maroc peut proposer au niveau de ces stades-là et l'éternel problème du mythique, mais malheureusement vétuste stade Mohamed V au cœur de la ville de Casablanca, qui a déjà fait l'objet de nombreuses fermetures depuis l'année 2015 pour essayer un peu de corriger cette vétusté, que ce soit au niveau du complexe autour, que ce soit de l'accès au stade via les bornes électroniques, que ce soit refaire les sanitaires, que ce soit refaire les sièges, des tableaux, enfin ajouter un nouveau tableau d'affichage. Le problème se prolonge sur plusieurs saisons, et ça avait déjà été le cas sur les années 2016-2017. Et alors qu'on pensait que cette énième longue fermeture du début 2019 et à préparer le terrain pour une candidature du Maroc pour organiser la CAN 2019 en définitive, ce n'était pas le cas. Une fermeture aussi longue durée sur la première partie de l'année qui se prolonge jusqu'à avril-mai a forcément causé une nouvelle fois la rage des supporters du Wydad et du Raja parce que ça a des conséquences sportives sur la localisation de tous les matchs. Ils sont obligés d'aller jouer un petit peu partout à Rabat, à Marrakech, avec toujours un problème qu'on retrouve en Tunisie, c'est la sursollicitation de certains stades où on se retrouve avec plusieurs clubs qui jouent leurs matchs à domicile, ce qui peut engendrer de l'usure, que ce soit au niveau du gazon ou des incidents qu'il peut y avoir en tribune. Ce problème-là s'était posé pour le Raja Al Wydad dans des compétitions précédentes où ils avaient été pénalisés à cause de ça. Ils se retrouvent avec ce même problème cette année, alors qu'ils peuvent avoir de beaux parcours en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF. Et ben, sur les principaux matchs qui comptent, ils sont obligés de jouer loin de chez eux. Le Maroc est beaucoup plus avancé que la Tunisie sur les infrastructures, mais il reste toujours ce point de la compétition pour deux clubs qui jouent les premiers rôles et jouent les titres. Et c'est un petit peu un décalage curieux de voir que pour la principale ville en termes de ferveur populaire et de course au titre, de voir les deux principales locomotives toujours être un petit peu sans stade fixe. Et il y a toujours notamment quand il y a eu des faits de hooliganisme, forcément les personnes qui habitent dans les zones urbaines autour de Casablanca, au cœur du centre-ville, disent mais quand est-ce qu'il va y avoir un stade high-tech de 50-60 000 personnes à l'extérieur du stade, enfin à l'extérieur de la ville pour que tout le monde aille se taper sur la gueule, loin, très loin de nous. Et ça aussi, c'est le genre de projet qui est une sorte de serpent de mer, parce que ça a été longtemps évoqué, mais ça n'avance pas. Donc certes, il y a le côté un peu historique, parce que c'est l'ancien stade Marcel Cerdan devenu stade d'honneur et une figure mythique du football marocain, mais si à chaque fois les deux principaux clubs jouent dans un stade qui est fermé 6 mois par an et qui fait toujours l'objet de fermeture, de délocalisation, et qui fait des conséquences fâcheuses sur le plan sportif, c'est en décalage total avec une dynamique qui à côté
de très très grande qualité, que ce soit avec les stades Agadir, Tanger, etc. En effet, c'est totalement. Là, le décalage, je comprends mieux le décalage du coup, et voilà, ça me semble plus logique par rapport aux ambitions qu'a le Maroc depuis des années en matière d'organisation de compétitions continentales ou internationales. Comme tu l'as dit, avec la Coupe du Monde. Donc, on a fait la Tunisie, on a fait le Maroc, qui sont un petit peu les mauvais élèves, ou pas forcément mauvais, mais voilà, les élèves qui ont du mal, et il y a tout de même un bon élève, c'est l'Algérie, à qui tu voulais décerner une petite palme de succès, une petite palme de bonne conduite, puisque là, on parle d'inauguration de stades, et éventuellement, du coup, on se pose la question de projets d'organisation dans le futur. Alors, si je devais faire une hiérarchisation un petit peu de ce que nous avons globalement présenté dans ce podcast, si je devais faire un classement, je dirais Tunisie, mauvais élève, Maroc, bon élève avec toujours un point décisif dans la présentation, et dans le rôle du point pour la présentation, c'est le Stade Mohamed V qui est encore à corriger, et dans le rôle de l'élève qui a longtemps été en retard, mais qui commence à voir ses efforts porter leurs fruits, c'est l'Algérie. L'Algérie, pour rappel, avait candidaté, avait été finaliste malheureux pour l'organisation de la CAN 2017 en remplacement de la Libye. Pour rappel, la Libye devait organiser la CAN 2013, ça avait été décalé sur 2017. Elle a logiquement pas pu l'organiser, donc ça s'est joué au final entre le Gabon et l'Algérie, et c'était le Gabon qui avait emporté l'organisation. À l'époque, l'Algérie avait, du fait de cet échec, un petit peu reculé tous les jalons de construction de nouveaux stades, que ce soit à Tizi Ouzou, à Oran de 40 000 places et les stades dans la banlieue d'Alger. Après plusieurs stagnations au niveau des travaux et au niveau des perspectives pour l'inauguration, l'Algérie est dans une dynamique où ça avance bien, où l'année 2019 devrait voir l'inauguration donc des deux principaux, celui de Tizi Ouzou en Kabylie et celui d'Oran. D'ailleurs, il y a même des propositions pour que la prochaine finale de coupe soit jouée dans l'un des deux, si je ne m'abuse. Et cette dynamique accompagne aussi le perspective justement qu'on ne retrouvait pas au niveau de la Tunisie sur la réflexion sur le jeu, c'est-à-dire penser au gazon pour qu'il ne soit pas maudit. Les nostalgiques des compétitions africaines, en particulier au début des années 2010, se souviennent de l'époque où aller jouer contre un club algérien, contre les principaux algériens, impliquait qu'on entende les termes synthétiques de 3e ou 4e génération, un peu à la lorientaise. Et maintenant, il y a une réflexion pour plutôt disposer de terrain de jeu plus gazonné, plus hybride, et un petit peu renoncer au synthétique. Et du coup, il y a cet effort qui est accru au niveau des infrastructures, qui permet à l'Algérie de commencer à développer des ambitions qui se sont concrétisées de deux formes jusqu'à récemment. Le complexe olympique qui va organiser les Jeux méditerranéens 2021 et l'obtention de l'organisation du Tchad 2022, qui, à mon avis, sont les premières étapes en vue d'essayer d'ambitionner, d'organiser quelque chose d'un peu plus conséquent sportivement dans les années à venir. Disons que en termes si on devait comparer une salle de classe, l'Algérie, c'est un peu l'élève qui a mis du temps dans ce domaine-là pour mettre les choses à niveau et commencer à monter en compétences, mais dont les efforts sont proches de pays. Eh bien, ma foi, les efforts paient toujours, enfin, j'espère en tout cas pour l'Algérie et pour les Algériens dans ce domaine. Un petit mot de la fin, Farouk, sur ce tour du Maghreb, peut-être un petit mot sur les championnats dont on a fait, hein, on a donné un petit peu le compte rendu dans les brèves, hein, j'ai donné un petit peu les classements, où ça en était, ils sont à peu près tous à mi-parcours. Alors s'il fallait, pour résumer en quelques lignes pour chacun des trois, pour la Tunisie, c'est les clients habituels qui sont en haut du tableau, avec je pense, une possibilité non négligeable que pendant que certains se structurent, l'Espérance de Tunis s'envole. C'est possible que c'est le type de choses qui se concrétise au niveau de la phase retour. L'Algérie, il y a la sensation de l'Athletic Paradou, le club qui a post-formé Youssef Attal de l'OGC Nice, qui a formé Ben Sebaini et qui a actuellement une pépinière de talent incroyable avec un niveau de jeu enthousiasmant, une moyenne d'âge sur les derniers matchs qui tournait autour des 22-23 ans et un enthousiasme très très plaisant à voir, qui est en train de monter progressivement dans la hiérarchie,
qui est sur le podium actuellement et qui sera, je pense, la prochaine sensation des mois à venir, avec la possibilité que certaines pépites puissent aller vendre leur talent en Europe. Et pour le Maroc, c'est clair, hormis le Wydad, si vous avez de l'argent à parier sur une confrontation, gardez votre argent, car n'importe qui peut battre n'importe qui. Hormis donc le Wydad qui joue, on le rappelle, à l'instar du Raja à Casablanca, dans ce fameux stade Mohamed V, ancien stade d'honneur, quand il est ouvert, ancien stade Marcel Cerdan. Merci beaucoup Farouk pour ce point infrastructure, ce point pelouse, ce point jardinage maghrébin, et puis ce petit tour des championnats très rapide. On se retrouve très bientôt dans Africa. À très bientôt Simon. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efrika. Salut les amis.